Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Depuis 2023, le Togo s'est lancé dans une quête révolutionnaire, promouvoir l'écosystème de l'innovation. L'idée soutenue personnellement par le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, va permettre de faire du Togo un environnement sain pour les entreprises. Désormais, vous pouvez vérifier la qualité de ce que vous achetez sur le marché. Il vous suffira de scanner les codes sur les emballages des produits et ceci grâce à l'appli SAM lancée ce mardi. Les détails à découvrir dans ce journal. Et puis, les acteurs de la filière soja du Togo unissent leurs forces pour booster le secteur. Les producteurs et transformateurs de la céréale viennent de signer une convention de partenariat à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Le Togo compte créer un environnement favorable à l'innovation technologique et numérique. Les initiatives se multiplient, impulsées par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, avec la mise en œuvre de programmes visant à transformer le pays en un véritable hub. Un projet de loi a été adopté en janvier 2023 pour promouvoir l'écosystème et de l'innovation en instaurant un mécanisme de labellisation des startups et entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo accompagne le processus en mettant en place plusieurs mécanismes. Et ce soir, Carmen Madjé Akakbo nous les fait découvrir. Le Togo est résolument engagé sur la voie de la modernisation. Le pays intensifie ses efforts pour devenir leader de l'innovation technologique et numérique en Afrique de l'Ouest. De l'identification des innovations à l'adoption d'une nouvelle législation en 2023, le Togo a posé les jalons d'un futur prometteur en matière d'innovation. Sous le leadership du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, un avant-projet de loi a été adopté. Il vise à renforcer le secteur de l'innovation technologique et numérique. Cette législation est conçue pour promouvoir l'écosystème d'innovation en instaurant un mécanisme de labellisation des startups et des entreprises. Justement, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a mis en lumière 48 inventions et innovations à fort potentiel commercial en juillet 2024. Ces innovations ont été scrupuleusement sélectionnées en fonction de leur capacité à résoudre des défis locaux, témoignant ainsi d'une dynamique florissante dans le pays. Nous avons estimé qu'au Togo, nous avons des gens qui se battent en matière de recherche et qui sont seuls. Or, ces gens-là ont quand même des résultats pertinents. Ils se retrouvent seuls, ils n'ont même pas les moyens de se faire connaître. Donc nous nous donnons le devoir de faire en sorte que ces gens-là puissent être connus. On va les sortir de leur cachette, faire en sorte que le public, le monde entier et particulièrement les opérateurs économiques togolais puissent les connaître. Pour que ces innovations puissent se faire connaître et être valorisées, il faut des financements. C'est pourquoi la CCI Togo a lancé l'unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation URI. Sa mission est de transformer les résultats de recherche en produits et services commercialisables. Dans le cadre de ces efforts pour renforcer l'écosystème d'innovation, le Togo a également mis en place un programme de formation pour 45 chercheurs de l'université de Lomé, soutenu par la CCI Togo. Si un opérateur économique, un chef d'entreprise découvre que vous êtes capable de lui apporter une solution dans un problème qu'il a dans son entreprise, ce chef d'entreprise va accepter vous financer. Donc la Chambre de commerce va donc faire le lien entre les équipes de chercheurs, les centres de recherche et les opérateurs économiques. Les talents des jeunes pousses en matière d'innovation sont valorisés à travers la semaine de l'innovation des jeunes initiée par le gouvernement.
La première édition s'est tenue du 24 au 27 janvier 2023 et a été marquée par le concours 228 Innove. 30 projets ont été retenus et exposés au cours de cette semaine et 4 d'entre eux ont été primés. Le Togo a donné naissance à plusieurs innovations numériques ayant un impact significatif dans divers secteurs. C'est le cas de Novici, un programme de transfert monétaire numérique destiné à soutenir financièrement les citoyens vulnérables, Yolim ou encore Namasia. Pour la première fois, les Togolais ont des gouverneurs, 5 au total, nommés sur décision du président de la République, Faure Issozimna Gnazingbe. Et ceci pour concrétiser sa volonté de répondre aux différentes aspirations des populations en matière de décentralisation et de déconcentration de l'État pour réduire les disparités entre les régions. L'importance des nouveaux gouverneurs, c'est avec Ulrich Amega. 23 août 2024, le Togo franchit une nouvelle étape de son processus de décentralisation. Une étape illustrée par la nomination de gouverneurs pour 4 régions, les Savanes, la Kara, les Plateaux et la Maritime, mais aussi d'un gouverneur pour le district autonome du Grand Lomé. Une première dans l'histoire du pays qui concrétise la politique des réformes institutionnelles engagée par le chef de l'État, Faure Issozimna Gnazingbe. Ces nominations viennent à point nommé parce qu'il est nécessaire d'opérationnaliser les régions en tant que subdivision administrative, à la tête desquelles se trouvent donc les gouverneurs de régions qui viennent d'être nommés. Et aussi important d'opérationnaliser les régions en tant que collectivités territoriales dont la désignation des conseillers qui doivent administrer sont déjà élus et on attend donc la nomination de ces gouverneurs de région pour donc convoquer les premières réunions afin que les exécutifs des régions puissent être élus pour opérationnaliser donc les régions. De la gouvernance centrale au régional, en passant par celle communale, la politique de décentralisation et de déconcentration de l'État suit son cours normal. 4 gouverneurs régionaux et un gouverneur pour le district autonome du Grand Lomé, cela revêt une importance capitale. Le gouverneur, conformément à l'article 116 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, il est le représentant de l'État dans la région comme collectivité territoriale. Ce sont des représentants directs du pouvoir central et de tous les ministres qui composent le gouvernement de l'État dans la région concernée. Alors que le gouverneur du district autonome du Grand Lomé représente l'autorité locale qui représente la ville de Lomé dans son ensemble. En tout cas, une autorité hybride parce que étant à la tête d'une structure hybride, parce que le district autonome de Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière, parce que mettant ensemble et les règles de la décentralisation et les règles de la déconcentration. Participation aux délibérations du conseil régional, contrôle et fourniture de renseignements, convocation et organisation des élections, contrôle de la légalité des actes, pouvoir de suspension. Le rôle des gouverneurs est étendu à plusieurs dimensions et vise à répondre aux aspirations des populations. L'autorité a conféré la possibilité de signature des contrats plans au gouverneur. C'est-à-dire le gouverneur qui doit programmer et faire mettre en œuvre les politiques de développement de la région. L'État lui confère encore cette possibilité de plus de signer des
contrat-plan, État, collectivité territoriale, en l'occurrence les régions comme collectivité territoriale, le gouverneur dans la région et représentant toutes les administrations civiles déconcentrées de l'État. Il prend en compte tous les éléments, tous les secteurs et passe le contrat avec la région qui est une collectivité territoriale pour la mise en œuvre, pour qu'il n'y ait pas une zone qui soit laissée de côté. Le Togo crée de plus en plus un environnement favorable à la décentralisation et donne la latitude aux collectivités territoriales de fournir des services de base nécessaires aux populations. Cette réussite est d'ailleurs reconnue par la CGLUA, la Cité des gouvernements locaux unis d'Afrique. L'application mobile de solutions automatisées de marquage, appli SAM, est désormais disponible. À partir de vos smartphones, vous pourrez scanner les codes sur les emballages et vous assurer de l'authenticité des produits avant de l'acheter. Et le consommateur devient ainsi un acteur de contrôle qualité des produits exposés à la vente. La cérémonie de lancement officiel, c'est avec Marie-Ange Bida. Une nouvelle étape de franchie dans la vérification de la traçabilité des produits au Togo. L'appli SAM, une application mobile de la solution automatisée de marquage. Elle permet au consommateur, à partir de son téléphone, de scanner et vérifier l'authenticité d'un produit à acheter ou consommer. Les produits de tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées et l'eau sont concernés dans une première phase. La SAM qui a été initiée par son Excellence M. Forisson Nanyasingbe vise d'abord à protéger les consommateurs en ce qui concerne leur santé. Alors, il va falloir qu'ils soient concernés aussi par le contrôle et la vérification en ce qui concerne les produits qu'ils consomment. Nous avons développé l'application mobile pour la digitalisation de l'économie et de contrôle en ce qui concerne les importations et les produits qui sont nécessairement marqués. Il faut dire aux consommateurs que le temps est venu pour lui de participer lui-même au contrôle. Cette application mobile voit le jour 4 ans après le démarrage de la solution automatisée de marquage des produits au Togo qui se situe dans le cadre du déploiement du plan stratégique 2018-2022 de l'OTR. Son lancement officiel regroupe en cette salle un parterre d'invités. Autorités ministérielles, corps diplomatiques, chefs traditionnels et hautes personnalités. Tous témoins de cette innovation. Ce projet novateur, qui est le premier du genre dans l'espace UMOA, a vu le jour grâce à la vision et à la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Forisson Nanyasingbe, dont les ambitions de développement continuent de guider nos actions. Chaque consommateur pourra désormais vérifier en temps réel l'authenticité du produit qu'il achète. Cette innovation technologique permet de s'assurer que le produit est conforme aux normes, qu'il provient d'une chaîne de distribution régulière et qu'il respecte les standards de qualité auxquels a droit chaque consommateur. La SAM devient alors un bouclier protégeant nos citoyens des dangers liés aux produits contrefaits. Cependant, l'impact de la SAM ne s'arrête pas là. En plus d'offrir une garantie de qualité aux consommateurs, elle joue un rôle fondamental dans l'engagement citoyen. SAM et son application mobile ont bénéficié de l'expertise d'un leader en manque de sécurité, la société SICPA, afin de renforcer le contrôle et superviser le marché du matériel de contrôle a été remis aux inspecteurs et agents de terrain. Et il y a quelques années déjà que le Togo a démarré le marquage des produits. Le mécanisme entre peu à peu dans les habitudes des opérateurs économiques, des commerçants et des consommateurs. Mais quels sont les avantages d'un tel procédé? Marie-Ange Bida nous répond. On remarque depuis quelques années des produits estampillés, marqués à la vignette. Rien à voir avec l'esthétique du produit. C'est la certification que le produit est conforme aux normes en vigueur au Togo, fiable et de qualité. Cette solution automatisée de marquage des produits a été introduite en 2020 dans le cadre du déploiement du plan stratégique de l'OTR.
elle a plusieurs avantages. Primo, c'est parce que c'est un produit qui a été autorisé préalablement pour le consommateur. Et donc, c'est un produit de qualité qui n'est pas contrefait. Donc, vous achetez un produit qui est marqué, vous êtes certain que l'argent que vous utilisez vaut le prix du produit. Mais quand vous achetez un produit qui n'est non marqué, il est probablement un produit qui n'a pas été autorisé. Et quand l'opérateur économique ne le fait pas marquer, c'est parce qu'il a de bonnes raisons de ne pas le faire. C'est parce que parfois, ça peut être un produit contrefait, ça peut être un produit issu de la contrebande. Donc, si vous voulez vous assurer que l'argent que vous payez pour un produit vaut le prix, il faut aller vers des produits qui ont été préalablement autorisés et validés par les autorités compétentes. Et donc, ça permet finalement aux autorités de se rendre compte de l'ampleur du commerce qui est illégal, qui est illicite. Au-delà de la santé de l'économie togolaise, il y va aussi de la santé du consommateur. Acheter et consommer les produits marqués lui évite des désagréments. La protection de la santé du consommateur est également un fait ou un élément très important parce que grâce justement à la vignette, on peut identifier les produits qui ont été analysés, qui ont été autorisés. Donc si vous avez la vignette, c'est qu'en amont, le ministère chargé du commerce vous a autorisé. C'est parce qu'en amont, vous avez fourni les preuves de la qualité de votre produit et donc ça garantit un certain niveau de qualité et de sécurité pour le consommateur et donc pour sa santé. Si les autorités togolaises ont fait le choix d'instaurer la solution automatisée de marquage des produits, c'est bien pour protéger les populations et préserver le gagne-pain de ces nombreux opérateurs économiques qui ne vivent que de leurs produits. Le marquage pour plus de traçabilité et de contrôle des produits, surtout locaux, les produits made in Togo. Et l'un de ces produits justement prisés par tous est le toffee, cette friandise à base de lait. Mais vous allez le voir, une jeune entrepreneur togolaise a décidé d'en faire des pastilles, ainsi pour joindre l'utile à l'agréable. Un véritable délice selon les consommateurs. Edwige Ataka-Bassabi et Gisèle Kozona nous font découvrir les chefs-d'œuvre de Acho Etonam. Des friandises made in Togo, essentiellement à base de produits locaux. Certaines sont fabriquées à partir du clou de girofle, d'autres du gingembre et bien d'autres épices. Elles sont l'émanation de l'ingéniosité d'Etonam. Cela fait 5 années que la jeune entrepreneur a eu la magnifique idée de mettre ses bonbons sur le marché. Et elle ne s'est pas trompée. Vous pouvez mettre la toffee à la menthe dans la bouche, ça vous rafraîchit directement la laine. Et pour le clou de girofle, vous consommez du toffee, mais ça vous fait du bien. C'est un antioxydant. Le cacao a plein de vertus qui agissent aussi sur la peau. Donc, nos toffees, ce n'est pas seulement pour se faire plaisir. Les friandises d'Etonam existent en une dizaine d'épices sur le marché. On en trouve de toutes les saveurs. Tout est parti de son amour pour les produits locaux. Nous sommes en train de fabriquer le toffee à base du lait de coco. Donc avec ce lait de coco, nous avons différentes saveurs. Nous les présentons sous différents formats. Nous avons ce format composé d'un cœur et d'un petit rond. Nous avons ce format, c'est beaucoup plus pour les dames au grand marché, les boutiques, toutes sortes de boutiques peuvent revendre cela. Et ça, c'est spécialement conçu pour les hauts de gamme. Et nous avons beaucoup plus besoin d'opportunités de marché. Nous voudrions que nos confiseries soient connues sur toute l'étendue du territoire et la vision de devenir une grande industrie de confiserie locale. Et aujourd'hui, nous révisitons les confiseries de notre enfance qui revalorisent la culture du Togo ailleurs parce qu'on emploie aujourd'hui 8 femmes qui travaillent permanemment à la production. Et nous sommes l'équipe d'administration, 3 personnes. Ces amuse-bouches sont aujourd'hui de plus en plus prisées par de nombreux Togolais. Après les avoir goûtées, il y a 3 années, Abidé a pris goût. Elle vient souvent en acheter, non seulement pour sa propre consommation, mais aussi pour les commercialiser. Lors d'une exposition, c'est là-bas qu'on a fait connaissance et j'ai goûté pour la première fois à ces produits.
qui sont les toffees qu'on connaît habituellement. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est la différence de cette toffee par rapport à ce que je connaisse. D'habitude, sur le marché, on voit les toffees, mais bon, la saveur est toujours unique. Soit c'est seulement sucré. Mais avec elle, elle a donné une touche un peu plus particulière en utilisant des épices. Depuis 2019 que j'ai découvert Thème Sweets, je n'ai pas cessé. Donc, ce sont des produits que j'ai vraiment aimés. Menthe, gingembre, coco, chocolat, clou de girofle. Deux saveurs préférées, c'est gingembre et coco. Les bonbons Détonam sont adaptés à tous les âges. Ils font la différence sur le marché de par leur qualité et sont de plus en plus sollicités par les consommateurs. Le plus grand... La Fédération nationale des coopératives de production de soja et l'Association togolaise des transformateurs de soja mutualisent leurs forces pour booster davantage la filière et en tirer plus de profit. Les deux parties viennent de signer une convention cadre pour permettre ainsi à chacune de bénéficier du partenariat. Désiré Aloy nous en parle. L'Association togolaise des transformateurs de soja ATTS et la Fédération nationale des coopératives de production de soja FNCPS, membres du CIF Togo, entendent collaborer ensemble pour mieux agir et tirer de part et d'autre des bénéfices. Par cette signature de convention cadre, les deux parties enclenchent un partenariat gagnant-gagnant, une dynamique dans la chaîne de production. Nous n'allons pas garder la convention à notre niveau. Chaque union communale aura la convention. Et cette convention nous encouragera à booster la production du soja au Togo, à donner un nouveau départ à la production. Maintenant, nous savons où notre soja va. Nous avons une destination où aller vendre. Nous et les transformateurs, nous allons tirer chacun des bénéfices. C'est un canal, un projet porteur pour l'ATTS qui va disposer désormais des stocks permanents de soja, la matière pour la transformation. Cette convention que nous venons de signer, nous l'avons préparée depuis 2022. Les soucis d'approvisionnement en soja chez les acteurs de notre famille, c'est réglé désormais. Ce mécanisme permet quand même de cadrer un tant soit peu les questions de prix, même si ce n'est pas défini dans le document. Il y aura de la transformation, il y aura création de la richesse, et puis donc comme parmi nous il y a des exportateurs, ça va améliorer la balance commerciale. La filière soja se renforce dans l'objectif de satisfaire le marché local et international. En amont et en aval, la chaîne crée davantage l'emploi et assure la disponibilité des produits sur le marché, ce qui augmente les chiffres d'affaires, un facteur de croissance économique. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer la variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale. Face à la menace que représente cette épidémie mondiale, chaque État est appelé à renforcer les mesures de riposte. Et ce soir, la rédaction de la télévision togolaise, à travers ce dossier qui va suivre, nous explique la maladie, les voies de contamination, les symptômes et surtout comment se protéger. Attention, certaines images peuvent choquer. Sandra Aziabé. Le monde est de nouveau face à une autre menace sanitaire, la variole du singe, une variole à l'origine transmise par l'animal à l'homme. Cette infection virale fait ravage depuis quelques semaines et l'Afrique est touchée. Sont déjà enregistrés des centaines de morts. L'épidémie est récemment déclarée urgence de santé publique par l'Organisation mondiale de santé et elle serait très contagieuse et mortelle selon les infectiologues. Ces manifestations sont similaires à celles du paludisme. C'est une maladie zoonotique. Au départ, on ne va pas penser à une variole du singe, on va penser à plusieurs maladies telles que le paludisme. Comme toute maladie, il y a toujours des signes de début. La fièvre, les maux de tête, les courbatures, le mal partout. Mais pour ce qui est de la variole du singe, ce qui attire l'attention, ce sont des manifestations cutanées qui sont descendantes de la tête jusqu'aux pieds. Et avant les manifestations cutanées, on peut avoir ce qu'on appelle l'augmentation de la taille des ganglions. Quand il y a une inflammation, ils peuvent augmenter de volume. On sent une boule dans les selles, entre les cuisses ou bien au niveau cervical, au niveau du cou.
ça fait partie des signes qui précèdent les signes cutanés. Et au niveau cutané, les signes de la variole du singe, c'est essentiellement des lésions vésiculeuses et pustuleuses. On fait allusion à la formation de membranes au niveau cutané et ces membranes contiennent un liquide. Et c'est ça justement le contenu de ce liquide, le contenu de cette vésicule-là qui va être le facteur de contamination. À ce jour, le Togo n'a enregistré aucun cas de cette infection, précise un communiqué du ministère en charge de la Santé. Toutefois, les médecins invitent la population à prendre des dispositions à la survenue des premiers symptômes. Dès qu'on a un cas dans l'entourage, dans la communauté, il faut alerter. Les conseils à donner, c'est d'observer les mesures d'hygiène, le lavage des mains. De façon générale, c'est d'éviter le contact avec les animaux de brousse et surtout les animaux morts. Il faut noter que la contamination peut se faire également par voie respiratoire. Et lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, c'est qu'on va émettre également le virus dans l'environnement. Donc, il faut se protéger. Donc, on va revenir au masque. Pour dire que les mesures d'hygiène standards observées pendant la pandémie du Covid-19 doivent être de mise. Vigilance encore. Hier, l'invité du 20h, la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Iyawa Kwigan, est revenue sur le contenu de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Et ce soir, je vous propose une fois encore l'entretien avec Madame la ministre. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, vous étiez avec le Premier ministre et vos autres collègues ministres vendredi dernier à l'Assemblée nationale pour la présentation de la politique générale du gouvernement. Et justement, nous allons en parler dans cet entretien. Alors, dans sa présentation de politique générale du gouvernement, Madame le Premier ministre a indiqué que sa nouvelle équipe est investie de 2 missions principales. Alors, Madame, voudrez-vous bien nous rappeler ces 2 grandes missions et surtout, que doivent en retenir les citoyens? Merci Anita. Je voudrais vous proposer de mentionner d'abord ce que nous tous devons retenir, puis nous en viendrons au rappel de la mission. Et pour parler de ce que nous devons retenir, je pense qu'il est essentiel de rappeler que nous sommes à un grand moment de l'histoire de notre pays, et que qui dit histoire ne parle pas d'une seule personne. L'histoire n'est pas faite par une seule personne, elle n'est pas faite par une catégorie de personnes, elle n'est pas faite seulement par ceux qui sont aux affaires. L'histoire, c'est à la fois ceux qui sont, comme je l'ai dit, aux affaires, c'est tous les Togolais qui aspirent à venir aux affaires, c'est l'ensemble de la population de façon large, la société civile, c'est tout ça, l'histoire d'un pays. Et à ce grand moment de l'histoire de notre pays, je voudrais vous remercier à la TVT de me donner l'occasion de partager avec vous la vision qui anime l'action publique de notre pays. Cette vision a donc été rappelée récemment lors du tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu ce 23 août 2024, comme vous le savez, par le chef de l'État lui-même. Alors cette vision a été rappelée et elle inclut un certain nombre de mots-clés. Il faut, pour l'équipe gouvernementale, travailler ensemble, garder en tête l'objectif. Quel est l'objectif à ce stade? C'est la construction d'un pays en paix, d'une nation moderne avec une croissance économique forte et inclusive. Pour ce faire, il y a donc les axes de la feuille de route à l'horizon 2025, mais il y a également un certain nombre de valeurs et de considérations dont nous devons nous nourrir nous-mêmes. L'humilité a été mentionnée, la modestie, la tolérance, l'attachement aux résultats pour atteindre l'objectif de la mission. Et quel est-il, s'il peut être synthétisé? C'est répondre aux aspirations des Togolais. C'est ne pas avoir de repos tant que tous les besoins de nos concitoyens n'ont pas été satisfaits. Je l'ai dit, ça passe par une attention de tous les instants aux résultats. Ça passe par une culture de l'exigence de la qualité et une culture de la recherche de l'excellence au service de notre pays. Et est-ce qu'il est nécessaire
de revenir sur les notions de patriotisme qui en réalité doivent exister dans la vie de tout le monde. J'ai envie de dire que selon le rappel qui nous a été fait par le chef de l'État, les affaires publiques, c'est essentiellement, si je peux me résumer, une histoire d'amour de son pays. Et lorsqu'on aime son pays, on ne se lasse pas de travailler à son service, on ne se lasse pas de travailler pour les filles et les fils du Togo. Le président de la République, à l'occasion de ce premier Conseil des ministres, a donc invité l'ensemble des membres du gouvernement à considérer que l'appel dans cette équipe est moins un honneur qu'un devoir. Il a insisté dessus, un devoir d'accélérer, un devoir de délivrer des résultats tangibles qui changeront réellement la vie de nos concitoyens. Donc je tenais à faire ce rappel avant de mentionner la mission du gouvernement telle qu'elle a été rappelée dans la déclaration de politique générale et qui, vous avez bien fait de le dire, s'articule en deux axes principaux. Le premier, c'est la mise en place des institutions de la Ve République. Le deuxième, c'est la poursuite et l'achèvement de la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025. Vous le savez, la feuille de route, c'est 3 axes, c'est 42 projets réformes prioritaires. D'accord. Alors, Madame, justement, parlons de cette feuille de route. Madame le Premier ministre a souligné que la feuille de route est mise en œuvre à 75%. Alors, concrètement, quels sont les secteurs phares où les avancées importantes ont été réalisées pour aboutir à ces 75%? Alors, dans le contexte que nous vivons, ce n'est pas un lieu commun, mais j'ai envie de dire que tous les secteurs doivent être considérés comme des secteurs phares en réalité. Mais déjà, intéressons-nous au moteur. Dans la déclaration de Madame le Premier ministre, vous l'avez entendu, le moteur, c'est la hausse des investissements publics. Pour partager des chiffres, on est passé en 2020 de 394,2 milliards de francs CFA à 559,3 milliards de francs CFA en 2024. Lorsque vous regardez ces chiffres, vous retombez sur la notion d'accélération que nous avons mentionnée tout à l'heure dans la vision qui a été rappelée par le chef de l'État. Il s'agit de faire vite et de faire très vite au service des Togolais. Alors, cette hausse des investissements publics qui a donc conduit ces avancées que vous avez mentionnées est traduite également dans la croissance économique de notre pays. Et si nous revenons encore une fois aux chiffres, nous mentionnerons pour l'année 2020 2%, qui sont passés à 6,4% l'an dernier, en 2023, avec une projection cette année 2024 à 6,6%. Ça vous donne une idée de la tendance, de la dynamique, et ça nous met tous d'accord que ces avancées ont été réalisées par le concours de tous les secteurs de façon globale. Maintenant, s'il faut en mentionner quelques-uns sans prétendre à l'exhaustivité, j'ai envie de dire, sans paraphraser la Bible, qu'au commencement est la sécurité. Lorsque nous parlons aujourd'hui en 2024, nous devons nous dire qu'au commencement est la sécurité. Et en matière de sécurité, nous avons, cela a été dit et redit, la loi de programmation militaire qui a contribué à augmenter les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite dire aussi que la sécurité, en tout cas selon la vision togolaise, n'est pas que militaire. C'est pour ça que la réponse togolaise est une réponse multidimensionnelle. L'illustration, c'est le PURS que nous avons vu mettre en œuvre, le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés. Il a été mis en œuvre dans un premier temps dans la région des Savanes avec un budget prévisionnel de 326 milliards de nos francs. C'est avec satisfaction globalement que cela s'est déroulé et donc vous avez assisté à l'extension récente de ce programme à tout le pays. Je dois dire aussi, en parlant de sécurité toujours, que la sécurité, c'est la proximité. C'est pour ça que vous verrez que désormais, il est prévu et déjà mis en œuvre progressivement la création d'un commissariat de police et d'une brigade de gendarmerie dans chaque commune. Faites le calcul, ça fait 117 de ces unités en plus de ce qui existait déjà, de telle sorte que les forces de défense et de sécurité puissent être proches des populations et pouvoir répondre à leurs attentes. Nous avons besoin de quiétude pour vivre, pour travailler, pour progresser et pour nous développer. Il faut dire que la sécurité n'est pas que cela, elle est aussi juridictionnelle.
C'est pour ça que lorsque vous voyez les résultats de la feuille de route, il sera mentionné que des maisons de justice ont été ouvertes dans chaque région de notre pays, toujours dans ce souci de proximité. Alors, si la sécurité est importante, c'est parce que, je l'ai dit, elle permet tout le reste. Elle permet, par exemple, de travailler à améliorer les performances du système de santé. Là-bas aussi, si quelques chiffres peuvent nous permettre de faire une mise en perspective, encore une fois, sans prétendre à dresser un bilan exhaustif, parce que ce n'est pas le moment. En matière de santé, on a vu la construction de plusieurs formations sanitaires, des réhabilitations, l'équipement important, d'importants moyens ont été mobilisés. Récemment, vous avez vu une remise d'équipement dont le montant global dépassait un peu les 19 milliards de francs CFA qui vont être distribués à toutes les structures sanitaires du pays. C'est à la fois là un pas quantitatif autant que qualitatif. Et dans le domaine de la santé, en dehors de la construction, de la réhabilitation et de l'équipement dont on vient de parler, il y a aussi la formation et le recrutement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, il a été recruté plus de 1200 professionnels dans le secteur de la santé. Il y a la santé de la mère et de l'enfant. Des hôpitaux mère et enfant dans toutes les régions du pays sont en construction, bientôt à réceptionner. Vous avez le programme d'accompagnement de la femme enceinte et de l'enfant WESU. Lorsque vous regardez cela, vous vous dites que ces 75% se sont traduites dans la vie de nos concitoyens par du concret. Vous avez l'assurance pour les élèves qui a enrôlé 900 000 élèves, le programme School Assure. Tout ça, c'est vraiment du vécu, c'est la vie de tous les jours. Pour en revenir toujours, parce que je voudrais que ça soit le fil rouge à la sécurité permet aussi de travailler dans le domaine de l'éducation. Dans ce domaine, il y a eu sur la période plus de 11 000 recrutements de fonctionnaires dans le domaine de l'enseignement, donc recrutement et formation. Vous avez eu également des projets qui ont contribué à construire ou à réhabiliter des salles de classe. Les chiffres sont éloquents, plus de 4 600 salles de classe. Si tout n'est pas fait, au moins on est en très bonne voie de progresser. 218 000 élèves togolais ont reçu des repas chauds à travers les différents programmes mis en œuvre. Vous avez les instituts de formation en alternance pour le développement que nous appelons familièrement les IFAD. 4 sont déjà construits, d'autres sont à construire. Et donc, j'ai envie de dire que nous progressons ainsi. On a parlé de santé, on a parlé d'éducation comme des besoins vitaux. Le gouvernement continue de travailler à l'inclusion sociale, notamment avec ces deux mamelles, si vous me permettez l'expression, de la desserte en eau et de la fourniture en électricité. Alors pour la desserte en eau, encore une fois, des chiffres, non pour tout dire, mais pour donner une idée à tout le monde, 2000 ouvrages ont été construits sur la période, près de 60 000 branchements ont été subventionnés, ce qui a fait passer de 2020 à 2023 le taux de desserte de 60 à 69%. Et je l'ai dit tout à l'heure, la vision a été rappelée par le chef de l'État. La vision, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que c'est tout le monde qui doit être pris en compte. Et si tout le monde doit être pris en compte, le chiffre maximal, c'est 100%. Donc lorsque nous sommes à 69%, c'est bien, des progrès ont été faits, mais le travail doit se poursuivre avec sérieux, avec abnégation, sans relâche, jusqu'à ce que nous parvenions à cet objectif de 100%. Il en est de même dans le domaine de l'énergie. Des progrès ont été faits là-bas aussi en matière d'électrification. Nous sommes passés de 50% en 2020 à 69% à la fin du mois de juillet 2024. Il faut là-bas aussi se réjouir de ce qui a été fait et continuer de travailler. J'ai envie de dire, parce que cet entretien est enfermé dans un certain temps, que le plus grand pourvoyeur d'emploi de notre pays, c'est quand même l'agriculture. Ne l'oublions pas. Et que dans ce secteur, les projets, les réformes qui ont été mises en œuvre ont permis l'augmentation de la production agricole, l'augmentation du rendement des cultures vivrières, la mise en valeur de terres. On a parlé de plus de 35 000 terres qui ont été aménagées et mises en valeur. La disponibilité de l'engrais. Vous savez à quel point l'engrais est une matière première prisée et très recherchée par nos agriculteurs. Les actions en matière d'anticipation pour répondre à la demande ont fait que pour ces dernières campagnes agricoles, de l'engrais a été disponible pour les agriculteurs togolais
en totalité, couvrant la totalité des besoins à des prix subventionnés, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte que nous connaissons. Beaucoup a été fait, quelques exemples ont été donnés, mais que le cap qui est fixé, c'est que les objectifs continuent d'être poursuivis, que les efforts soient maintenus, accélérés pour délivrer effectivement. D'accord. Alors, madame, on a compris donc que, enfin, disons que le travail a été colossal. Donc, justement, disons que en parler prendra assez de temps. Mais nous avons évoqué justement la mise en place. L'autre mission, c'est la mise en place des institutions de la 5e République pour cette nouvelle équipe. Alors, madame le ministre, dites-nous comment le nouveau gouvernement, envisage-t-il l'exécution de cette mission-là? Merci Anita. Peut-être juste avant de revenir sur la mise en place des institutions, vous dire que vous demandez de ne pas éprouver de frustration. Dans tous les cas, l'ensemble de mes collègues membres du gouvernement pourra à loisir revenir chacun sur le secteur qui lui est attribué en responsabilité pour pouvoir éclairer davantage l'opinion, partager des chiffres, rappeler les perspectives et en réalité appeler tout le monde à faire un effort commun pour que nous y parvenions parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Alors pour la mise en place des institutions, je pense que comment le gouvernement compte s'y prendre, mais c'est simplement en s'en tenant au texte en vigueur. Et le premier repère que nous avons aujourd'hui, que nous en parlons, c'est la Constitution du 6 mai 2024. Elle a fixé un cap dans ses dispositions transitoires, un cap de 12 mois à compter de la date de promulgation. Une fois que ce repère en termes calendaires est défini, eh bien, le fonctionnement des institutions et les mécanismes pour la mise en place également relèvent des dispositions transitoires et finales de la Constitution du 6 mai. Schématiquement, vous l'avez vu, le tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu après la déclaration de politique générale a acté la nomination des gouverneurs de région. Je souris un peu parce que je sais que vous allez me demander pourquoi on n'en a que 5 alors qu'on en attendait 6. C'est pour vous dire que c'est un processus, que c'est en cours, que cela ne saurait tarder et que cela serait d'autant moins tarder que l'un des intérêts de l'instauration des gouvernorats, c'est de permettre aux conseillers régionaux qui ont été élus de s'installer et de faire en sorte que les conseils régionaux puissent commencer à fonctionner. L'intérêt, c'est de permettre de compléter l'architecture, parce que Constitution du 6 mai, régime parlementaire, la composition du Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour pouvoir y aller, nous avons forcément besoin des conseils régionaux. Ils vont donc pouvoir bientôt, à la diligence des gouverneurs de région, tenir leur première réunion et être rendus opérationnels. Pour ce qui concerne le gouvernement, il va continuer à prendre les textes qu'il faut et à organiser les élections sénatoriales dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parachever cette architecture de fonctionnement optimal du régime parlementaire. Une fois que ce sera fait, nous aurons loisir, tous les Togolais que nous sommes, et également l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des amis du Togo qui s'intéressent à la vie de notre pays, de voir la mise en place du nouvel exécutif qui comprend un président de la République, un président du Conseil. Alors, madame le ministre, dès l'entame de cet entretien, vous avez rappelé l'importance de la sécurité. Et justement, dans le contexte actuel, comment le gouvernement compte-t-il prévenir les menaces sécuritaires, lutter contre les vulnérabilités et surtout favoriser la résilience des populations? Alors, je crois que cela a un peu transparu dans tout ce que j'ai dit lors de cet entretien. Renforcer la sécurité, vous savez, dans cette matière, il y a plusieurs postures. Le Togo a choisi de ne pas être uniquement dans la posture du tout militaire et donc, tout en faisant des améliorations dans ce domaine, j'ai cité la loi de programmation militaire, j'ai mentionné la police de proximité, l'installation de brigades de gendarmerie dans toutes les communes de notre pays, donc la proximité. Tout en faisant cela, eh bien, il y a tout l'aspect qui concerne le dialogue communautaire et le renforcement des actions de développement. Le dialogue communautaire à travers, par exemple, des mécanismes comme le CIPLEV, qui permettent que tout le monde mette la main à la pâte en matière de construction, de co-construction de la sécurité. Parce que c'est une affaire de tout le monde. Lorsque vous avez des attaques terroristes dans la région des savanes, nous devons nous sentir dans la maritime,
dans les plateaux, dans la centrale, dans la Cara, aussi blessés et aussi meurtris que nos frères et sœurs qui sont sur le champ, à la fois les populations civiles qui en souffrent énormément, mais également nos frères et sœurs, forces de défense et de sécurité, qui sont sur le pied de guerre et qui veillent nuit et jour à ce que ce pays reste intègre en termes de territorialité. Je voudrais me référer à la parole du chef de l'État qui, le 27 avril de l'an dernier, parlait de ne céder aucun espace au terrorisme. Il a pris l'engagement de faire en sorte que le mal ne pénètre pas dans notre pays. Et je crois qu'il faut rendre hommage à nos frères forces de défense et de sécurité parce qu'ils se battent vaille que vaille pour que cette promesse soit réalisée. Madame le Premier ministre, durant l'exercice, a mentionné que le gouvernement a pris acte du message des populations en ce qui concerne leurs besoins. Alors, peut-être très rapidement, comment le gouvernement compte-t-il, par des actions concrètes, améliorer le quotidien des populations? Alors, l'amélioration du quotidien des populations, ce sera un chantier continu. On a parlé de poursuivre et d'achever les projets et réformes prioritaires de la feuille de route. Cela sera fait de façon, j'ai envie de dire, très méthodique et scientifique, avec des outils de suivi. Et cela sera poursuivi. Pardonnez la tautologie phonétiquement parlant, mais ce que j'ai envie de dire là aussi, c'est que ce n'est pas que le fait du gouvernement que notre pays se développe. Vous l'avez entendu, c'est une dialectique. Madame le Premier ministre a mentionné le message reçu des populations. Ce message déclenche une action du gouvernement. Il faut qu'en miroir de cette action du gouvernement, il y ait les réactions, le suivi, ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Que chaque Togolais se sente responsable de chaque centime des Togolais qui est dépensé pour améliorer le bien-être de nous tous. Lorsque ce n'est pas fait, il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas hésiter à sonner l'alarme pour que nos frères et sœurs également, qui se voient confier des chantiers, qui pour réfectionner une route, qui pour construire un hôpital, qui pour construire une salle de classe, puissent s'appliquer, comme je l'ai dit, aux repères qui ont été rappelés également aux membres du gouvernement, l'excellence, la recherche de la qualité. C'est comme ça que chacun d'entre nous pourra apporter sa pierre à l'édification nationale. Merci beaucoup, Madame le ministre. Merci d'être venue nous expliquer encore une fois justement le contenu de la déclaration de politique générale du gouvernement. C'était le vendredi dernier. Merci et à très bientôt. Merci à vous aussi, Anita. Merci à la TVT.